bonsoir, bon dimanche. Face à l'actu, c'est le retour sur l'actualité de la semaine telle que traitée par la rédaction de STV. Allons de l'analyse et des commentaires de l'invité. L'invité de ce dimanche est Koura Félicité Onafégué, professeur d'université au département de droit international de l'Institut des relations internationales à l'Université de Yaoundé 2. Médiatrice pour la paix Femwise, sous l'égide du panel des sages de l'Union africaine, avocate au barreau de Paris et du Cameroun, arbitre à la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, outre son statut d'expert électoral et genre ONU, francophonie et UA, et d'ancienne personnalité indépendante qualifiée des Nations Unies en Nouvelle-Calédonie 2017-2020. Elle est également experte des questions d'accès à la justice auprès du Programme des Nations Unies pour le développement. Elle a occupé le poste de chargée d'enseignement universitaire à l'Université de Paris 12 Créteil. Elle suit de près, entre autres, les événements en République démocratique du Congo. Elle est également auteure, je cite quelques œuvres, Les Sulfureuses, Le bal des salauds et Le leurre. Je peux terminer en disant qu'elle est également princesse d'Akom Bikoui. Bonsoir, professeur. Bonsoir, monsieur Dipita. Bonsoir. J'espère n'avoir pas été exhaustif. Oui, je crois que vous m'avez présenté de manière suffisamment exacte, bon, sauf pour le PNUD. Ah, d'accord. En fait, j'ai une expertise auprès de la mission des Nations Unies dans un pays africain. Okay. Ce n'est pas une agence telle que le PNUD. Okay. Mais merci d'avoir reflété mon parcours de manière aussi synthétique. Ben, nous vous disons merci. Allons de votre analyse. On espère pouvoir décrypter un certain nombre de faits d'actualité avec nos téléspectateurs. C'est le mois de la femme, bon mois. Nous sommes le 2 mars. Oui. J'ai fait une faute quand j'ai dit le mois de la femme? Non, pas du tout. Je pense qu'il ne devrait pas y avoir un mois dédié pour la femme. Ça devrait être tous les jours des journées pour les femmes. Mais je tiens quand même à vous remercier parce que ça fait 10 ans que je n'ai pas consenti à faire un plateau télé. La dernière fois, c'était ici avec Thierry Ngongan. Donc, je vous remercie pour cette invitation très altière que j'accepte avec plaisir, justement, pour rappeler une thématique qui est importante, c'est l'autonomisation et l'importance de promouvoir et défendre les droits des femmes. D'accord. Mais nous sommes tout aussi honorés de vous avoir. Mais avant de parler de tout cela, vous avez organisé récemment, en hommage au professeur Joseph Ouna, votre papa, un webinaire. Quelles en étaient les motivations? Quels en étaient les contours? Pourquoi cet hommage à ce moment et pourquoi ce procédé, le webinaire? Alors, au départ, en fait, s'il faut vraiment être sincère, c'était pour des motifs pratiques. Ma mère était un peu stressée car concentrée à construire le mausolée de mon père qui n'était pas achevé et qui ne l'est pas. Parce que, comme je le dis souvent en souriant, mon père n'a pas construit de château en cocagne et après un temps consacré à la maladie, il était difficile de se précipiter pour organiser un événement sur place. Mais j'en profite pour remercier le président de la République qui nous a beaucoup assistés durant la maladie de mon père. Mais beaucoup plus loin, en fait, j'ai pensé que c'était un procédé qui allait nous permettre de donner un accès à un public élargi. C'est-à-dire non seulement à des Camerounais présents au Cameroun, mais à des membres de la diaspora, à des personnes dans le monde entier. Et ça permettait de faire un hommage commémoriel, surtout qu'il n'y avait pas d'autres instigations commémorielles de prévues. Et surtout, ça nous permettait d'inventer un concept, de profiter de la flexibilité numérique pour faire participer en réalité un public de non-connaisseurs, de néophytes. Et je crois que cet hommage a été fortement suivi. Je me suis à plusieurs reprises excusée parce que la plateforme a été étroite. On a eu plus de 500 demandes de personnes venant du monde entier, en plus de nombreuses personnalités qui ont tenu à rendre hommage à cet homme qui était Joseph Ouna, autour d'une thématique qui était d'ailleurs l'homme, l'État et le droit. Voilà. Alors, cela dit à côté ou du moins toujours dans le sillage de cet hommage, vous avez quand même été sélectif sur les participants. Du moins. Bon. Alors là, vous m'étonnez. Ah non, du tout. Bon,
Quand on fait un hommage comme cela, c'est un concept que j'invente. J'avais fait un concept similaire lors de mon avant-dernier roman, Le Sulfureuse, créer un concept d'apéritif littéraire qui a fait Flores, qui a été repris. Les participants étaient choisis en raison de leur proximité académique, intellectuelle, sociologique, avec le professeur Joseph Owona. Il y a eu des anonymes qui ont témoigné l'avoir rencontré au coin d'une rue, dans un avion. Il y a eu, il faut le dire, l'intervention du professeur Bruno Bekolo-Ebé, agrégé français de sciences économiques, ancien recteur, qui nous a fait pleurer. Qui nous a fait pleurer tellement son témoignage était émouvant. Nous avons eu des personnalités comme des présidents de juridictions constitutionnelles de pays amis comme la Côte d'Ivoire, la CEDEAO, des confidents de mon père comme Mahmoud Bobo qui est un statisticien, Simon Alain Indy qui est un grand expert des Nations Unies, un franco-rwandais qui dirige un institut de géopolitique, mais surtout le clou, l'intervention d'un ministre d'État d'un grand pays, une personnalité de renommée mondiale, son Excellence le ministre des Affaires étrangères d'Angola, qui a pu nous faire revivre et nous rappeler que si le professeur Owona était un homme d'État camerounais, il a d'abord été quelqu'un qui a servi la diplomatie mondiale et africaine. Et ça m'a vraiment touché de voir un homme de cette stature venir témoigner de sa proximité, de sa reconnaissance de l'impact et de l'apport de mon cher papa au droit constitutionnel comparé. N'empêche que l'hommage n'a pas eu le même accueil chez tout le monde, notamment votre frère, le professeur Mathias Eric, qui a semblé être un peu réticent ou avoir eu un regard contraire au vôtre sur cet événement. Alors, je me disais bien, je vais venir ici parler de la femme, mais vous savez qu'en Afrique, il faut toujours qu'une femme soit là pour parler de son père ou de son frère. Je vais vous raconter une anecdote. Bon, je crois que ce n'est un secret pour personne. J'étais très proche de mon père. Et même quand il me mariait, il disait à mon époux à l'époque, je te donne mon unique garçon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai été une enfant obéissante. Je n'ai jamais contredit mon père en public. Je n'ai jamais eu des propos ou même exprimé des vues politiques qui étaient contraires aux siennes. Et alors que nous avions été invités sur un plateau similaire à l'époque par Jean-Bruno Tagne, et que mon père sortait d'une période où quelque part il avait été mis un peu en réserve de la République, pour des raisons diverses que je ne suis pas obligée d'évoquer, il m'a dit ceci: retiens quelque chose, on ne va pas à la télé, on ne va pas sur les réseaux sociaux pour parler de sa famille. Le président de la République, c'est ma famille. D'ailleurs, il le lui a bien rendu grâce en organisant des obsèques, comme vous le savez, officielles. Donc j'ai retenu ce principe. Ça veut dire que je ne vais pas ici être là pour commenter sur un enfant que ma mère, qui m'a sorti de mes entrailles, a élevé et qui est mon frère. Et à plusieurs reprises, je l'ai dit, et que ce soit clair, je dis j'aime mon frère. Et j'aime mon frère. Voilà, donc j'aime mon frère. Autrement, de toute façon... la question se pose-t-elle? Aimer n'est pas servir. On peut aimer des gens. Et la première chose que j'ai appris en étant formée pour être ambassadrice de la paix de l'Union africaine, donc formée à la médiation des conflits, donc nous étions deux Camerounaises au début. Maître Sarah Biégué, peut-être qu'elle nous regarde, pour cette cohorte de l'Union africaine, on nous a dit, en fait, il faut respecter les points de vue différents des gens. Donc, je respecte des points de vue qui ne sont pas les miens. Je respecte ce frère. Ce n'est pas mon frère d'un an ou de 2 ans. Le dire, je veux dire comme ça en télévision, en public, oui. Ça laisse sous-entendre qu'il y a peut-être un malaise, des incompréhensions, des oppositions, des contrariétés, une distance entre vous et votre frère. Je veux dire, il est naturel que j'aime ma sœur, que j'aime mes frères, mais venir le dire, c'est enfoncer une porte ouverte. Je ne crois pas qu'il soit... le dire. Non, je ne crois pas qu'il soit naturel forcément d'aimer son frère ou sa sœur. Et on peut croire à l'affinité sociologique. Moi, je crois que les amours sont les amours du cœur. Les personnes qui étaient les plus proches de mon père n'étaient pas des gens de sa famille. Il a aimé, encouragé et fondé des enfants adoptifs qui venaient du nord, de l'ouest du Cameroun. Donc, la question n'est pas là. Et vraiment, je ne veux pas qu'on me réduise à cela. C'est-à-dire que je pense qu'il y a de grands sujets qu'on peut débattre, M.
Monsieur Dipita, poursuit. la femme, et voilà, je salue mon frère, monsieur le recteur. Voilà, c'est ça. Alors, votre papa, le professeur Ona, est un grand fonctionnaire, un grand cadre de la République. Et vous l'avez rappelé, la République lui a rendu hommage à travers le président qui lui a fait les hommages, des honneurs nationaux. Mais cela dit, son rôle quand même dans la vie publique a suscité des interrogations. Il a grandement contribué à l'élaboration de la constitution camerounaise et d'aucuns lui attribuent cette singularité d'avoir apporté, vous me regardez avec des yeux insistants, d'aucuns lui attribuent cette singularité parce que c'est la thématique. Il y a des polémiques, notamment sur les questions tribales, autochtonie et autres. Vous, la fille, la scientifique, vous avez le même regard. Vous dites ça peut se justifier, ces critiques qui ont été faites en son temps? Alors, je ne comprends pas quelles sont ces critiques. Je pense que Joseph Ona a écrit en partie, avec le concours d'autres personnes, une constitution. Je crois d'ailleurs que dans la mouture initiale, c'était une constitution dans laquelle il avait déjà prédit qu'il fallait, par exemple, accorder une large autonomie aux régions du nord-ouest et du sud-ouest et aménager les questions que vous évoquez sur l'autochtonie, etc. Donc, sur la question tribale, elle ne peut certainement pas être rattachée à cette constitution parce que, en réalité, dans d'autres pays, peut-être que cette constitution porterait son nom, d'ailleurs. Et puis, il n'est même peut-être pas tard pour le faire. Donc, le débat tribal, à mon avis, je pense avoir entendu dire qu'il aurait été dit que Joseph Ona s'était un jour égaré pour dire que jamais un Bamileke a étudié. Alors, je ne ferai pas l'honneur à ce personnage qui a prononcé cette phrase de le citer ici, mais il n'y a à ce jour aucune preuve matérielle, aucun document d'archives. Et vous savez qu'au Cameroun, on sort d'un important travail d'archives. Et les personnes qui ont fait cette commission ont reconnu son rôle. Qu'on peut contester, c'est clair. Mais il n'y a aucune preuve formelle que cette phrase ait été dite. D'ailleurs, la vie de mon père dépend, elle dément complètement cette idée de tribalisation. Je ne serais pas née. Ma mère, qui a passé 52 ans de sa vie avec mon père dans la seule de ses unions ininterrompues, même s'il a connu d'autres épisodes maritaux qui n'ont pas duré, est une nordiste. Il a eu des épisodes maritaux avec une femme de l'Ouest, une femme, je crois, de la Sanaga maritime. Mais surtout, les personnes que le professeur Joseph a formées, c'est qui? Quand je lui demandais souvent, papa, de toute ta carrière d'enseignant, quels ont été, j'espère que je ne vais pas faire de mécontents, tes étudiants les plus brillants? Il m'a toujours dit le professeur Maurice Kamto et le professeur Alain Didier Olinga. Donc, ça veut quand même dire, et le professeur Kamto lui a rendu un vibrant hommage en reconnaissant qu'elle avait été son apport. Quand mon père a été repéré, on ne le dit jamais assez à l'époque, par le président Aïdio, qu'il était un jeune chancelier. Les premières velléités ou initiatives en matière de cantine dans les établissements universitaires ont été confiées à M. Fokou, qui n'était pas le Fokou d'aujourd'hui, célèbre et réputé. La présidence de Iya Mohamed à la FECAFOOT, qui a succédé à Vincent Onanas, c'était qui? C'était Joseph Ona. Donc, réellement, de par sa vie personnelle, professionnelle, des disciples qu'il a eus, son travail, il n'y a rien qui fait accroître cela. Puisque vous avez évoqué ce nom, on reste tout au moins autour d'une formule très célèbre. Lors d'un de ses passages au journal télévisé de la télévision publique, le professeur on avait déclaré le politique a déshabillé l'intellectuel, le scientifique, parlant de Maurice Kamto. Pour vous, quand vous regardez ces deux hauts personnages de la vie publique, de la vie constitutionnelle du pays, vous vous dites, qu'est-ce qui a pu les distancier? La politique, leurs oppositions sur des questions idéologiques ou simplement autre chose? D'ailleurs, je crois qu'il n'y a jamais eu de distance entre le professeur Maurice Kamto et mon père. Cette émission, j'y étais, puisque vous le savez, j'ai été le backup de la vie politique de mon père ces 20 dernières années. Il a dit exactement, le politicien a déshabillé l'agrégé, pour exprimer l'idée que le professeur Maurice Kamto, qui est un jurisconsulte réputé, qui était son étudiant, et qui, je le répète encore,
a reconnu dans un vibrant hommage quel a été l'apport de mon père à sa vie. Il a désabrié l'agrégé pour dire qu'en réalité, la prégnance ou l'emprise de sa vie maintenant est une vie plutôt politique qu'universitaire. Donc c'était un propos de circonstance et qui a complètement été peut-être déformé, mais que la réalité a démenti, puisque mon père malheureusement nous a quittés et que l'un des premiers à lui rendre hommage a été le professeur Maurice Kamto. Pour sortir de là, on va dire un mot sur la controverse actuelle autour de Ernest Ouandi. Vous le suivez certainement, parti d'Abel Elimi Lobert qui a traité le nationaliste de l'UPC, ancien commandant de l'armée nationale de libération du Cameroun avec car Ernest Ouandi, je le rappelle, de bandit. Vous, ça vous inspire quoi, cette polémique? Le contexte est suffisamment tendu pour se laisser à la légèreté. Il s'agit d'un projet parallèle en communication pour détourner le regard sur les questions électorales et autres, ou simplement il faut ouvrir les archives véritablement de notre pays pour savoir exactement ce qui s'est passé. Que vous inspire cette polémique? Bon, je ne suis pas ce monsieur, mais de ce que vous m'en dites, c'est d'abord ces débats sur les réseaux sociaux, sur les plateaux télé, ils nous interrogent simplement sur l'histoire et la mémoire collective. C'est quoi la mémoire collective d'un peuple? C'est le substrat que le peuple choisit de garder présent. La mémoire collective, ça veut donc dire que c'est un concept qui est complètement subjectif, qui peut évoluer à travers le temps. Ça veut dire qu'à une certaine époque, des personnes comme Nelson Mandela, je reviens d'Afrique du Sud où j'ai fait soutenir une thèse, ou des personnes comme Yasser Arafat avaient été considérées comme terroristes. Ce sont des appréhensions qui évoluent avec le temps. Mais néanmoins, par contre, au Cameroun, je dois dire qu'il y a quand même un décret de 1991 qui a été pris par le président de la République et qui dit très clairement que sont désignés héros nationaux Ruben Oumniobé, figure historique, Ernest Ouandi et le président Mohamedou Ahidjo. Donc ça veut dire qu'on est déjà quand même dans une juridicisation de ces figures. D'ailleurs, je pense que le président de la FECAFOOT, M. Samuel Eto'o-Fils, l'a dit, il faut respecter nos héros nationaux. Donc, quelle que soit la perception qu'on peut l'avoir, tous les mouvements d'indépendance ont connu des débordements. Ça s'est vu en Angoula, ça s'est vu dans les autres pays, au Mozambique. Mais tout simplement, je pense qu'il est quand même important de respecter les figures. Quelle que soit l'appréciation subjective ou personnelle, il faut qu'on revienne à la culture du respect. Et voilà, quelles que soient les contingences historiques, c'est très important pour nos enfants. Et je termine en disant que l'histoire ne se fait pas sur les plateaux télé, elle ne se fait pas sur les réseaux sociaux, elle se fait dans les livres d'histoire qu'on doit apprendre à nos enfants, montrer à nos enfants. Je vous suggère la première pause de ce soir, puisqu'on a quelques-uns des reportages qui ont été diffusés. Je l'ai dit dès l'entame de l'émission. On va tout de suite aller à Yaoundé pour revivre cette audience autour de l'affaire dite Martinez-Zogo, dont les acteurs étaient réunis cette semaine à Yaoundé. L'audience sur les exceptions et la contestation de la requalification des faits reprochés aux accusés est prévue le 20 mars prochain à la Cour d'appel. C'est le verdict de cette audience qui permettra d'évoluer au tribunal militaire dans le cadre de l'affaire Martinez-Zogo. L'audience de ce jour a donc duré à peine 20 minutes, le temps pour le président du tribunal de constater l'absence de notification de la Cour d'appel par le ministère public. Les conseils ont plaidé pour un report de l'audience après le 20 mars. Pour cette affaire, nous avons des renvois de 3 semaines. En respectant les 3 semaines, nous sommes au 17 mars. Donc, nous reviendrons le 17 pour avoir une décision d'administration du tribunal qui sera aussi un renvoi. Pourquoi? Parce que la Cour se tiendra pour continuer l'examen des différents recours qui ont été faits par rapport relativement à l'ordonnance au jugement avant de dire loi de 11 novembre. J'attends que la décision soit infirmée et que le juge, évoquant un statuant à nouveau, infirme le jugement et évoquant un statuant à nouveau, annule l'ordonnance de renvoi qui manque la signature du greffier audiencé. Le tribunal a finalement retenu la date du 17 mars, soit 3 jours avant l'audience de la Cour d'appel, ce qui laisse entrevoir un nouveau report, probablement pour le début du mois d'avril prochain. Professeur, que vous inspire cette affaire
un homme de médias assassiné dans des circonstances assez tragiques. Et donc, les procédures, évidemment, sont en cours, mais je veux dire que justice est effectivement réclamée autour de cette histoire. Écoutez, je ne peux que m'incliner devant la mémoire de ce brillant et talentueux journaliste et animateur, en espérant que justice soit faite. Bon, en tant qu'avocat, il m'est difficile de commenter une affaire en cours. J'ai écrit de nombreux livres, 8 au total, dont un article sur les juridictions militaires. On peut tout au plus souhaiter que cette affaire, cette jurisprudence puisse faire se développer. La justice militaire au Cameroun, avec une jurisprudence féconde et abondante qui va pouvoir éclairer et édifier les nations et les écoles de droit. Parlons d'un projet qui vous tient à cœur. Woya, j'espère que je prononce bien. Bon, je vous le prononce à votre manière, donc ce qui est tout aussi bien. Vous me corrigez, si je... Je ne suis pas là pour jouer à la maîtresse avec le bâton, monsieur Dupita. Alors, quelle est la mission de cette bourse? Quels sont ces objectifs que vous organisez dans les prochaines semaines? Alors, en réalité, dans le sillage du webinaire et de la fondation Oonam-Feugue qui a été créée, nous avons voulu faire une sorte de travail mémoriel, non pas seulement pour le professeur Joseph Ouona, mais pour d'autres figures qui ont inspiré l'actualité. Et c'est dans cet état d'esprit que ça m'est un peu venu. Mais surtout, je profite aussi, parce que c'était l'un des objectifs de la Fondation Saleh, pour faire un appel. Et nous allons faire une pétition et porter ce projet qu'on va soumettre à l'attention de Monsieur le Président de la République. Je pense qu'il est important aujourd'hui, dans ce Cameroun qui est en train d'évoluer, qu'on parlait de mémoire collective. Absolument. Qu'on puisse... ancrer dans le moule l'histoire de ces grands penseurs, professeurs qui ont marqué la nation camerounaise, et que cela se voit à travers les amphithéâtres dans les universités. Nous avons eu les professeurs Ntamak, les professeurs Meloné, les professeurs Bipounwoum, le professeur Joseph Ouona. Je pense que dénommer, ou en tout cas baptiser des amphithéâtres au nom de ces illustres personnes qui ont marqué l'histoire, la conscience collective du droit est important. Et d'ailleurs, appeler un amphithéâtre Meloné ou Ouona, ça sonne toujours mieux que l'appeler amphithéâtre 1500. Pour revenir à la bourse Woya, je me suis rendu compte des difficultés. Bon, ma mère, tout le monde la connaît, c'est une femme musulmane. D'ailleurs, je salue tous mes parents qui ont commencé le carême, mes parents sahéliens. Donc, en fait, je me suis dit, si cette femme-là est une veuve, femme de ministre, elle-même grand diplomate, consul, et elle se retrouve confrontée à de nombreuses difficultés. Qu'est-ce que ça peut être pour les petites veuves du quartier? Donc, nous avons voulu, sur des fonds propres pour le moment, mais j'espère qu'on pourra avoir des personnes qui vont nous aider, octroyer un prix, une bourse à 10 veuves du Cameroun qui sont en situation vulnérable, pour leur permettre de recevoir un soutien psychologique, parce que perdre le conjoint de toute une vie, c'est une étape très difficile. Il y a beaucoup de femmes qui suivent leur époux, parce qu'elles se laissent mourir. Mais sur le plan des successions et d'héritage, le Cameroun a adopté une très belle convention qui s'appelle la Convention de Maputo, qui est un protocole sur les droits de la femme africaine que le Cameroun a ratifié et qui demande qu'on fasse cesser toutes les pratiques discriminatoires et néfastes à l'égard des veuves camerounaises. Donc c'est dans cet état de promotion d'un instrument juridique que nous mettons en place des mécanismes d'assistance juridique et d'aide, éventuellement financière, quand on va voir comment ça évolue. Et nous organisons ce vendredi dans un endroit pour le moment tenu secret, parce que je ne veux pas qu'il y ait des milices cybernétiques qui viennent embêter et troubler mes veuves. Nous organisons une grande cérémonie de remise de ces prix à ces veuves que nous allons suivre et accompagner avec le cœur. Et quels sont les critères de sélection de celles qui éventuellement recevront les bourses, et surtout comment postuler les procédures? Alors le premier critère, c'était la volonté. Nous avons fait un appel, une manifestation d'intérêt en demandant aux veuves de se manifester. Nous avons eu une pléthore vraiment de demandes et je remercie toutes ces personnes.
Et le premier critère, je l'ai dit, c'est la vulnérabilité. La vulnérabilité, elle se mesure à quoi pour une veuve? À la situation de précarité économique. Ce sont des femmes qui n'ont pas de revenus, qui ne peuvent pas engager des procédures pour obtenir une pension de veuvage. Quelques-unes sont quelquefois désavantagées par des procédures coutumières où elles sont expulsées au bénéfice de quelques beaux-frères, beaux-fils, enfants méchants, jaloux. Donc c'est surtout ce procédé, c'est-à-dire que sur une lettre, sur une rencontre, un entretien, nous choisissons des personnes qui ont émis le désir de faire partie de ce projet. Et il y en a eu quelques-unes, je remercie le Seigneur. Alors sur les questions de féminicide, on ouvre un peu. Le Cameroun est classé 3e en Afrique en matière de féminicide, justement. Comment vous expliquez cette situation? Éventuellement, est-ce que votre fondation s'y intéresse et quelles sont les solutions que vous proposeriez? Alors, à défaut que ma fondation ou la fondation Wenanfege, parce que ce n'est pas une fondation pour moi, c'est une fondation pour le Cameroun, pour les femmes africaines. C'est une situation qui fait mal parce qu'en fait, le Cameroun a déjà la 3e palme au rang des féminicides. Je crois que rien qu'au mois de janvier 2025, 17 femmes ont été tuées. Donc, on va s'intéresser peu à peu à cette problématique parce qu'il faut d'abord comprendre pourquoi. Et je vous l'ai dit, je vous ai un peu taquiné tout à l'heure en vous disant que, bon, on a une société qui a des normes patriarcales où une femme ne devrait exister qu'à travers un père, un frère, un mari, et donc ça veut dire qu'on a beaucoup de femmes qui se retrouvent en situation de paupérisation, mais par rapport aux féminicides qui sont connus, le plus grand problème c'est l'impunité. L'impunité, c'est-à-dire que les personnes qui assurent la perpétration de ces féminicides ne sont pas punies ou ne le sont que très légèrement. Donc c'est aussi un moyen de réfléchir, à faire comme le Nigeria, notre pays frère, à mettre en place une loi contre les violences faites aux femmes. Dans mon dernier ouvrage que je vais vous offrir sur le droit international, l'un de mes derniers, puisqu'il y en a 2, j'essaye d'écrire 2 livres tous les 1 an et demi, avec Alain Didier Olinga et de nombreux jeunes contributeurs, j'ai quand même essayé pour la première fois de faire publier des étudiants aux côtés d'enseignants, ça m'a beaucoup plu. Le droit international et la traite des êtres humains. La traite des êtres humains. Voilà. Okay. Donc dans cet ouvrage, on essaye de voir comment on peut améliorer les conditions de la femme contre toutes les formes d'exploitation. Donc il peut y avoir un travail législatif, les violences faites aux femmes, et de manière beaucoup plus large. On n'a pas encore une loi sur la parité au Cameroun. Donc, ça peut être des suggestions et nous sommes volontaires pour aider bénévolement et dans le respect de nos engagements internationaux qui sont nombreux, notre pays, le Cameroun. Mais bien au-delà, l'autre aspect, c'est renforcer qui c'est peut-être la présence des femmes dans des cercles décisionnaires, politiques, administratifs, universitaires. Est-ce que notre environnement favorise cet accès, si je peux le dire ainsi? Est-ce que les femmes camerounaises, de par nos règles, nos lois, vous l'avez dit, non modernes aussi, sont invitées à mener, motivées pour entrer dans ces sphères-là? Bon, sur la question de l'accès aux femmes à des instances politiques décisionnelles, je crois que c'est un autre problème. Okay. Sur le féminicide, c'est vraiment lié à la condition économique des femmes. C'est-à-dire autonomiser, pas seulement. Okay. Mais toutes les femmes ne sont pas appelées à être des femmes dans les instances décisionnelles. Souvent, les femmes qui font la vie d'une nation sont les femmes qui sont des Bayam Salam. On a des cas extraordinaires, comme ma sœur Françoise Pouiné, qui sont parties et qui finissent par devenir des femmes sénatrices. Mais il y en a combien sur des générations? Donc, la femme, le primat que l'on voit, c'est d'abord la femme qui est une femme entre parenthèses, je vais dire le propos sans avoir un trait méprisant, c'est la femme lambda qui a besoin d'avoir quoi? Kant disait dans le règne des fins, et je le dis toujours à mes étudiantes, je leur dis, tout a une dignité ou un prix. Donc, si une femme a sa dignité, c'est-à-dire la liberté de choisir, de dire oui ou non, ça veut dire que si elle se retrouve face à un conjoint violent, quelle que soit la pression de la société, elle pourra décider de ce qui est bien pour elle. Maintenant, sur la question de l'accès à des instances politiques, bon, il se trouve que je travaille beaucoup à l'étranger sur la participation politique des femmes. J'ai commencé en 2012 en Somalie,
D'ailleurs, mon père me traumatisait. J'ai écrit mon premier livre en 2012 sur la République démocratique du Congo avec une préface de mon père. Et il me disait le volcan somalien, etc. Donc, Somalie, Burundi, j'ai fait une trentaine de pays. Mais on se rend compte de quoi? Que bon, les femmes sont aussi le premier obstacle à leur accès. Parce qu'en fait, elles ne croient pas en elles-mêmes. Donc, ce n'est pas seulement un problème législatif. Au Cameroun, il y a 33% de femmes. Si je ne me trompe, je ne suis pas une spécialiste en arithmétique, 33% de femmes au Sénat, 33% de femmes à l'Assemblée nationale, 10% de femmes à des postes exécutifs. Bon, ça veut quand même dire qu'on peut mieux faire. Et on peut prendre pour cela, tout simplement, comme cela s'est fait ailleurs, une politique de quotas, pour même imposer un certain nombre de femmes candidates lors des échéances électorales, par exemple. Revivons le résumé de cette polémique autour du statut de Ernest Ouandji. C'est un reportage qu'on revoit, qu'on regarde à nouveau, de Léla Rengange, diffusé cette semaine sur cette antenne. De façon unanime, l'Union des populations du Cameroun, et ceux se réclamant de sa philosophie, condamne la récente sortie d'un acteur politique camerounais au sujet d'Ernest Ouandji, figure historique camerounaise, ayant œuvré pour la naissance du sentiment national, l'indépendance, la construction du pays et le rayonnement de son histoire. Un discours qui, pour ceux qui connaissent Enubi Lobé, n'est pas nouveau. Enubi Lobé, c'est un anti-UPCiste primaire. Un anti-UPCiste primaire qui a toujours détesté les patriotes camerounais. C'est complètement scandaleux. Il va même jusqu'à nier le caractère politique de la lutte sous maquis de l'UPC après 1960, prétextant qu'en 1960, le Cameroun était déjà indépendant. Effarant. La sortie, disons-le, intervient dans un contexte politique déjà tendu et elle pourrait davantage envenimer la situation. Les élucubrations dangereuses de Elimbi Lobé auraient pour conséquence d'opposer les communautés ethniques camerounaises vivant dans le Mongo. Et par ricochet, attiser la haine tribale parmi les communautés camerounaises. C'est vrai que dans ce genre, il n'est pas le seul, le premier, il est le meilleur élève d'Achille Mbembe qui a osé traiter Douala Mangabel de traître de la nation. Il est dans une démarche profondément idéologique. Idéologique et profondément réactionnaire. Ça vient du fond de lui. Ça s'inscrit dans une démarche de certains milieux sawa. Certains milieux sawa qui tendent à opposer à diviser le patriotisme camerounais en morceaux et à le tribaliser. Vous allez voir dans leur démarche, ils ont tendance à opposer les Douala Mangabel, les Ngosodine, etc. aux héros UPCistes. Ils opposent ça. Souvenez-vous, le sort qui était réservé à la statue de Oumyobé. Ici, à Douala, vous avez oublié? Alors que les condamnations et dénonciations s'enchaînent dans la sphère politique, dans la classe dirigeante, c'est motus et bouche cousue, silence de mort. 48 heures déjà que la mémoire d'un des nationalistes réhabilités en 1991 par le chef de l'État est foulée aux pieds. Aucune communication du gouvernement, ou même plus proche, du Conseil national de la communication. Nous disons que la responsabilité centrale de cette dérive incombe au régime de Yaoundé, au pouvoir RDPC et aux organisations qu'ils ont créées pour réguler les radios et les réseaux sociaux. En réalité, la loi du 16 décembre 1991 réhabilitant les Ouandji et compagnie n'est qu'une énième hypocrisie de ce régime. Ouandji n'a pas besoin du régime de Yaoundé et de ses affidés, des révisionnistes historiques pour être grand. Sa grandeur rayonne dans le monde entier et irradie la politique au Cameroun, comme c'est le cas
aujourd'hui. Wandé n'est pas à défendre, il est trop grand. Il est connu, il est trop grand. Même ceux qui l'ont tué, le régime qui l'a tué, ils ont été obligés à un moment donné de le reconnaître comme héros national. Ce n'est pas la sortie de cette sortie honteuse, n'est-ce pas, qui va enlever qui est Ernest Wandé. C'est un héros national, c'est désormais reconnu. Normalement, dans un pays sérieux, il devrait être interpellé pour dire à propos, parce que le pays ne peut pas élever au niveau d'un héros national les individus qui ont marqué l'histoire du pays et quelqu'un vient dire que non, sont des bandits. Mémoire collective, la réponse du signataire du décret du 16 décembre 1991 reste attendue par ceux se réclamant de l'UPC. Nous poursuivons cette émission. Je le rappelle, l'invité de ce dimanche est le professeur Koura Félicité Onam-Fegué, qui enseigne entre autres à l'IRIC. Encore peut-être une ou deux questions sur la femme. Vous avez souvent observé comment se célèbre la journée du 8 mars. D'ailleurs, on est parti d'une journée désormais à une semaine et même déjà à un mois de festivités autour des questions de la femme. Ça vous titille, ça vous inspire quelque chose, tout ce qui est comme joie, festivité, pagne, autour de ces activités-là, en tant que femme, êtes-vous heurtée? Alors, je dois dire que mon point de vue a un peu évolué au fil des années parce que pendant longtemps, j'ai refusé de porter ce pagne. Déjà, quand on voit la sémiologie du pagne, quand on fait un peu cette étude des signes, le pagne représente quoi? D'abord, c'est un objet sexué qui traduit une représentation de la femme comme cantonnée à une mission de fertilité, de reproduction, de domestication. Donc, parler de la femme, surtout d'un pagne qui est offert par des hommes à des femmes, je trouvais que c'était un peu particulier. Et j'ai d'ailleurs écrit de nombreux articles dans le journal Le Jour. Je salue Aman Mana. J'en profite pour le saluer parce qu'on a fait beaucoup de tribunes sur ces questions-là pour m'opposer à cela. Bon, dans le contexte sociologique camerounais et dans celui de nombreux pays où on constate que les droits des femmes ne sont pas les mieux avancés, on estime qu'il faut les célébrer. Bon, je suppose que les célébrer, ça signifie d'une certaine manière, directe ou indirecte, faire de la sensibilisation. Donc aujourd'hui, j'ai une approche peut-être un peu plus équilibrée de me dire que, bon, dans le contexte sociologique camerounais, et on a vu d'ailleurs la ministre de la Promotion de la Femme, que j'invite à mon événement vendredi, et j'espère qu'elle viendra, l'année dernière, insister, et je vous l'ai dit tout à l'heure, sur le primat des dignités. Ça veut dire que célébrer ne signifie pas se lancer dans des agapes où il faudrait soulever son jupon, soulever ses nippes pour montrer qu'on est une femme. En réalité, ces journées, aujourd'hui on a un grand thème sur l'autonomisation des femmes, ces journées doivent être en réalité des points de départ pour faire des choses pour les femmes. Je crois qu'il y a une jeune ministre tchadienne qui a refusé au Tchad que l'on célèbre le pagne. Ce sont des initiatives, je pense, appréciables. Mais en fait, on doit ouvrir les débats, on doit en profiter pour faire de la sensibilisation. Et qui on sensibilise? Ce ne sont pas seulement les femmes. D'ailleurs, il faut peut-être qu'on sorte de ce tropisme où on pense que dans des ministères dédiés à la femme, il ne suffit que de mettre des femmes. Parce que finalement, quand on se rend compte, moi qui maintenant commence à travailler, je commence à me faire un peu moins jeune que je n'étais quand j'ai commencé ma carrière d'enseignante en France à 22 ans, on se rend compte que finalement, les hommes, lorsqu'ils sont sensibilisés, deviennent ce qu'on appelle des he-for-she. Ça veut dire que vous, monsieur Dipita, vous êtes le premier acteur, lorsque vous avez des enfants, garçons ou filles, à devoir éduquer vos enfants sous un prisme d'égalité entre l'enfant, garçon et fille. Moi, je vous ai dit que mon père m'appelait sa fille garçon. Pourquoi? Parce que mon père, depuis le plus jeune âge, m'a traité comme son alter ego. À 7 ans, je me suis fait quelquefois un peu, je ne dirais pas insulter, sur les réseaux sociaux parce que j'ai rappelé qu'il existait une législation au Cameroun qui permettait à une femme mariée de ne pas porter son nom. Bon, je ne reviendrai pas sur ces débats-là, mais depuis l'âge de 7 ans, je disais à mon père, je ne porterai pas le nom d'un homme. Bon, il ne faut jamais dire jamais, on ne sait jamais. On ne sait pas quel est le dernier coup de hache qui va abattre ce grand arbre-là. Mais c'est pour dire que quand même,
il y a un travail à faire qui ne concerne pas, contrairement à ce que je vois dans les campagnes ici, qui ne concerne pas seulement les femmes, mais les hommes. D'ailleurs, pour qu'une femme, on parlait de l'accès en politique, quel est le plus grand frein à même des femmes qui sont éduquées pour aller en politique? Souvent, c'est le conjoint, le consentement du conjoint pour soutenir sa femme. Combien de couples on a en politique ici, hommes et femmes, à des positions de pouvoir, à des positions d'accès sélectif? On en a très peu. Donc je pense qu'il faut peut-être dans notre contexte donner plus de place aux hommes. Vous voyez, hein, je défends aussi les hommes, même si mon dernier roman, Le Leur, a toujours une vision que j'estime réaliste. Vous les défendez peut-être pour mieux situer les femmes. Cela dit, y aurait-il selon vous un impact des réseaux sociaux sur l'éducation de la jeune femme, des filles? Est-ce que ces nouveaux outils permettent leur émancipation, une meilleure intégration, une meilleure appréhension, accaparation des problématiques contemporaines? Je suis au regret de dire que je pense personnellement, mais c'est un point de vue qui n'engage que moi, que les réseaux sociaux ont une influence plus négative que positive. D'ailleurs, ma fille, j'ai une fille qui a 22 ans. Okay. Un beau jour, je vois, elle publie sur son profil une photo avec une jeune dame. Je n'ai rien contre les influenceuses. Hein. Je vois que c'est de nouvelles figures de réussite de la société. Et en fait, je lui ai dit, mais ma petite fille, donc, dans tout le monde là, partout où tu vas à l'université, tu vois des cours avec Michelle Obama, tu as seulement trouvé que c'est une influenceuse que tu vas mettre. Bon, je ne parle pas de sa propre mère qu'elle peut mettre en profil. Bon, voilà. Mais tu as trouvé. Donc, ça veut quand même dire qu'on a un problème de modélisation. On revient à quoi? À ce qu'on a dit, la mémoire collective. Quelles sont les nouvelles figures de la réussite? Je ne dis pas. Il ne faut pas que mon propos fasse l'objet d'une interprétation contraire. Je ne dis pas que toutes les femmes qui réussissent doivent être des femmes éduquées, des femmes professeurs. Mais réussir pour une femme, c'est quoi? C'est être libre, c'est être autonome. Mais ce que je dis, c'est que les réseaux sociaux ont créé dans notre pays un culte de l'argent facile, du bling-bling. Bon, peut-être ça part de mon éducation, parce que comme je l'ai souvent dit, moi, je suis presque née fille de ministre pendant au moins 25 ans. Mais mes frères et moi, nous, on faisait les vendanges à Bordeaux. En plus, j'ai été une fille mère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai fait un enfant à 20 ans, mon père m'a assise, il m'a dit que bon, ma fille, si maintenant tu as décidé que tu aimes un homme, tu vas t'occuper de toi. Donc, de mes 20 ans jusqu'à ce que je soutienne ma thèse en 2013, vous voyez, ça fait combien d'années? Mon père ne m'a pas donné 100 francs. Je travaillais, je faisais l'hôtesse à Roland-Garros. Ça veut dire que si je m'étais assise, oh, je suis une fille de ministre. Non, ça veut dire que la figure d'émancipation de la femme, ça commence aussi d'abord par les femmes elles-mêmes. Et qu'on ne peut pas venir nous mentir comme on ment à nos enfants qu'en s'asseyant comme ça sur Internet, se photographiant, on peut gagner les 10 000 euros, acheter les mèches de 10 000 euros. C'est faux! Non, il faut dire les choses clairement. Quand on va le dire, on va dire que bon, vous les femmes long crayon, comme j'ai vu M. Oumfa publier il y a quelques heures, vous ne voulez pas admettre l'entrepreneuriat. Je parle de Mami Nyanga. Mami Nyanga n'est pas une intellectuelle. Mais voilà, on a des modèles de figures de réussite. On a Madame Foning, qui n'était pas une intellectuelle, mais qui par sa personnalité, par cette volonté, comme disait Jean-Jacques Rousseau, de casser le moule dans lequel la nature vous jette, sont des femmes qui peuvent être conçues comme des modèles. Mais on parlait d'éducation. Je veux dire que l'accès aux réseaux sociaux, je veux dire, ces jeunes filles sont également non pas de forme de frein, d'encadrement, d'accompagnement. Est-ce qu'il n'y a pas un mécanisme, est-ce qu'il n'y a pas une législation supplémentaire qui sait peut-être pour encadrer tout cela, pour protéger ces jeunes? Évidemment, je ne les disculpe pas. Mais est-ce qu'il ne faut pas faire plus dans le sens de la protection de ceux qui sont exposés à ce tout venant des réseaux sociaux? Je vous comprends, Monsieur Dipita, parce qu'en réalité, bon, on peut se dire qu'elles n'ont peut-être pas, l'âge de consentir. C'est-à-dire que leur consentement, en réalité, n'existe pas, parce qu'elles sont comme ça prises dans cet entrelac de séduction sur les réseaux sociaux, surtout, mais quand même, dans un pays aujourd'hui, on voit des orgies en 6e. Moi, j'ai fait le collège de la retraite en 6e. Quand tu faisais une erreur, même si je suis partie en France après, mais on te fouettait devant le maître. Donc, dans ce contexte-là, effectivement, ça devient une question de politique publique. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais la première responsabilité revient à qui? C'est aux parents. C'est d'abord aux parents. Je veux dire que le jeu de vigilance et de veille commence à la maison. Si un parent voit une jeune fille qui est en 6e, qui est en 5e, qui ne travaille pas, tu commences à ramener le iPhone 16, tu as la dernière chaussure, tu as les mèches de 3500 € sur la tête. Ben, d'abord, c'est le parent qui essaye de voir quels sont les centres d'attractivité, les centres d'attraction de sa fille et qui agit. Donc, c'est d'abord le cercle familial. Mais au niveau étatique, on a vu des États prendre des législations maintenant pour interdire à des influenceuses de se dénuder. On le voit dans certains États de plus en plus. On doit pouvoir faire plus. Ah, bien sûr. Je veux dire, la force publique est là pour encadrer les mœurs. D'accord. On forge une identité et une conscience collective. Ça se fait au forceps, quelquefois. D'accord. Quelques reportages politiques. D'abord, le congrès du SDF, qui est un congrès extraordinaire, qui a vu depuis hier samedi porter comme candidat du Social Democratic Front à l'élection présidentielle 2025, Joshua aussi, président de ce parti. C'est donc, j'ai failli dire la sentence de ce qu'on a pu observer hier au congrès extraordinaire à Yaoundé. Sans surprise, Joshua aussi est le candidat du Social Democratic Front pour la présidentielle de 2025. Il a été élu au cours de ce congrès extraordinaire au Palais des Sports de Yaoundé. Pour le candidat, chairman du parti, l'objectif de sa participation à l'élection est défini. Quand vous avez 405 000 étudiants dans nos universités et vous savez qu'il y a 350 000 qui sont pratiquement sûrs d'être au chômage en vertu du diplôme qu'ils vont obtenir, vous avez un problème. Quand vous avez un système où on sélectionne à l'entrée au lieu de sélectionner à la sortie, vous avez un problème. Le résultat, c'est quoi? C'est que vous n'avez qu'une centaine de Camerounais qui entrent à la Polytech chaque année et vos routes sont construites par des Chinois. En gros, c'est ça. Donc, il faut changer tout ça. Ce n'est pas qu'à la langue, mais maintenant, nous sommes fondamentalement pour ce bilinguisme. Et un bilinguisme d'exécution. Le pouvoir au peuple, comme le veut le slogan du parti, Joshua aussi en fait une ambition et pas seulement améliorer les conditions de vie des populations. La démarche est contenue dans le programme politique présenté au cours du congrès. Notre chemin a été sémé d'embûches, y compris ceux posés par les nôtres, frères et sœurs d'armes, soit du même parti ou de l'opposition. Mais nous avons tenu bon, car notre cause est juste. Cependant, nous devons reconnaître que le paysage politique évolue. Les attentes des Camerounais changent. La nouvelle génération exige des solutions concrètes face au chômage, à la pauvreté, à l'insécurité et au manque de liberté politique. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être complaisants. Nous ne pouvons pas rester immobiles. Le SDF doit se positionner pour continuer d'être le phare de l'espoir de tous les Camerounais qui aspirent au changement. Joshua aussi rejoint ainsi la liste d'une dizaine de candidatures déjà déclarées pour cette élection. Ont été témoins de sa désignation plusieurs partis de l'opposition invités au Congrès, entre autres le PCRN, l'UDC, le FDC. Voilà donc Joshua aussi porté candidat du SDF pendant ce temps, toujours à Yaoundé. La présidente de l'Union démocratique du Cameroun, Tomaeno Damdjoya, Patricia, a également rencontré la presse pour quelques précisions d'intérêt général. Suivez plutôt. Patricia Tomaeno Damdjoya est la candidate de l'Union démocratique du Cameroun pour la présidentielle de 2025. La présidente de l'UDC est motivée par sa volonté d'apporter un changement au Cameroun. Le parti est au four et au moulin pour une participation historique en octobre. Nous avons dans nos structures à la base des réunions statutaires. Nous vaquons à nos occupations et on a bien sûr que cela fait partie de la vie d'un parti, à savoir le renouvellement des structures à la base, le président national. Nous allons aller aux élections et, comme on l'a dit, on devra y arriver. Cependant, l'UDC n'exclut pas toute collaboration avec d'autres partis politiques pour ce projet. D'ailleurs, le parti prend activement part aux côtés du MRC, du PCRN, du SDF, du MP et autres partis pour la réforme du code électoral. On a eu l'opportunité d'approcher le président de la République du Cameroun. Nous étions rassurés qu'ils disent qu'il reste ouvert
et nous avons précisé que nous allions lui porter une autre copie, ce que nous avons fait. La dernière modification des élections a eu lieu en session extraordinaire. En mars, il y aura une session. On peut valablement le faire. On peut valablement organiser une session extraordinaire, ce d'autant plus que la plateforme a fait une modification qui ne touche pas la Constitution. C'était minimaliste. Aussi, l'UDC n'est pas indifférent à la situation socio-politique du pays à la veille des élections. Le parti dénonce le repli identitaire, les tensions sociales dans certaines régions. Le cas le plus récent, à Meyo, dans la vallée d'une Thème, région du Sud. Vous pouvez vous imaginer que vous êtes au Cameroun et que vous payez vos droits et taxes et que vous n'avez pas l'autorisation de faire le mototaxi, par exemple, parce que le mototaxi doit être laissé aux autochtones, et vous fermez les yeux sur cette privation de liberté, c'est très grave. Dans notre avant-projet de modification de la Constitution, nous demandons qu'on ne parle plus d'allogènes, de minorités, d'autochtones, parce que nous estimons que plus de 60 ans après les indépendances dans un pays, où on est camerounais ou on ne l'est pas. L'enjeu est de rendre effective l'intégration nationale. Cette rencontre a été surtout l'occasion d'adresser les meilleurs vœux de l'UDC aux médias comme de tradition pour l'année 2025. Alors, professeur Onanfegui, on va commenter cela. Mais avant, peut-être, j'aimerais savoir, vous, quelle analyse, quelle appréciation faites-vous des prises de position politique de votre frère? J'ai failli compléter. Il y a une période où certains ont observé qu'il était très, j'ai failli dire, antagoniste vis-à-vis du pouvoir dirigeant. Et il est moins aujourd'hui, peut-être plus modéré, plus accompagnateur, plus accessible à ce discours gouvernemental. Quelle analyse vous en faites? Monsieur Dipita, vous aviez l'air si gentil. Bon, je ne sais pas si vous avez, comme disait Freud, une obsession magnifique pour la question de mon frère. Je pense que vraiment, les positions du recteur Mathias Eric Onanguini, qui est mon frère, même si elles ont pu varier dans le temps, dans la nature et par leur amplitude, lui appartiennent. Ce sont des positions qui lui appartiennent, qu'il ne m'appartient pas de commander. Pour ce qui me concerne, une personne, je n'ai la carte d'aucun parti politique, ni au Cameroun, ni ailleurs. Donc je peux vous répondre sur ce qui me concerne. Aucun engagement. Voilà, tout simplement. Et vous n'êtes pas pour autant gêné pour les positions de votre frère? On ne peut pas gêner. Ni gêné, ni à l'aise. On ne peut pas être gêné par ce qui ne nous concerne pas. D'accord. Non, non. Alors peut-être un mot sur les deux précédents reportages. D'abord le candidat désigné élu du SIF, ensuite la candidature déclarée également de la présidente de l'UDC. Logique, normale, traditionnelle. On a enfoncé une porte ouverte. Bon, je pense que ces questions-là avaient déjà été évoquées sur les minorités, l'allochtonie, l'autochtonie. La question, c'est que est-ce qu'on considère qu'il y a dans notre société des catégories qui sont naturellement défavorisées et on peut trouver des mécanismes de péréquation pour les remettre? A priori, moi je suis toujours favorable à une politique de discrimination positive pour ces minorités. Il faut simplement faire attention, puisque dans le contexte de ce pays, c'est que des paradigmes comme ça soient instrumentalisés pour la tribalisation, l'ethnicisation, ce dont on n'a pas besoin. Et le président Joshua Ozi dit quand même quelque chose qui est important, c'est-à-dire que finalement nous formons beaucoup d'étudiants. Je vous ai dit, j'ai l'air jeune comme ça, mais je suis une très vieille enseignante. J'ai commencé à 22 ans, j'en ai 44. Je n'ai pas la coquetterie de cacher mon âge. Donc souvent, on se demande, bon, on forme des étudiants, on leur permet d'avoir des diplômes, ça réjouit notre cœur. Puisque le métier de l'enseignant, comme me disait mon père, on forme des gens, deux conditions pour qu'ils deviennent meilleurs que nous. Et deuxièmement, on forme des gens de manière à ce qu'ils reçoivent un enseignement dans la simplicité totale. C'est pour ça que moi, je suis contre l'érudition gromologique qu'on vient faire exactement sur les bateaux. Ça veut dire qu'on forme des gens, mais est-ce qu'on est en mesure, au terme de ces formations, de ces diplomations, de leur ouvrir un accès au travail?
car c'est en réalité ce dont les jeunes... Vous imaginez que pour une petite et modeste fondation sur des fonds propres, j'ai reçu, pour des bénévoles, j'ai reçu 150 demandes de jeunes pour du bénévolat. Ça veut quand même dire que la problématique évoquée par le président doit faire l'objet d'une réflexion collective. D'accord. Toujours sur des questions politiques, nous sommes, on l'a dit, en année électorale, les reportages l'ont suffisamment rappelé. Pour vous, quels sont les défis majeurs auxquels l'opposition camerounaise, dans son ensemble, tous ces partis doivent-ils faire face? Quelles sont les barrières, les contrariétés qui sont les plus délicates en cette veille d'élection présidentielle? Bon, c'est vous-même qui avez dit que je suis un expert électoral. Ça veut dire que quand on est expert électoral, la première règle qu'on vous apprend, c'est qu'un expert électoral se prononce rarement sur des questions de politique intérieure de son pays. Quand on est expert électoral, on peut former, comme je l'ai fait, et je remercie d'ailleurs le directeur Karimou de Elecam qui m'a permis de former, on peut former des personnes aux pratiques d'observation électorale, mais se prononcer sur ces questions-là, je ne veux être ici le porte-parole d'aucune organisation. Je crois tout simplement que, bon, dans tous les pays du monde, et là je parle de manière générique, une opposition marche quand il y a des coalitions qui sont des coalitions qui se font sur la base de compromis politiques. C'est la simple chose comme ça que virtuellement, pour qu'il y ait une opposition forte, il faut qu'il y ait des compromis politiques. Mais bon, je ne suis pas un avocat recruté ici pour conseiller l'opposition, pas plus que le régime en place. Je suis une citoyenne camerounaise, j'ai le droit à ce titre, en tant que citoyenne camerounaise, d'exercer mon droit de vote. Puisqu'on parle des généralités que l'on peut observer ici ou ailleurs, oui. Qu'est-ce qu'il faut de plus à une opposition d'ici ou d'ailleurs pour qu'elle soit encore plus crédible sur le champ politique, face aux électeurs, face à ses adversaires? Il faudrait le leur demander, M. Dipita. Il faut leur demander. Pour des raisons de déontologie personnelle, malheureusement, c'est un champ que je ne souhaite pas explorer. Je pense qu'on est dans un pays et que les prescriptions internationales sont les mêmes au Cameroun et ailleurs. On encourage chaque personne au Cameroun à exercer son droit de vote, à contribuer à la vie de la CITAS, la vie politique. Et il faut pour cela qu'il y ait des régimes juridiques qui le permettent, qu'il y ait des corpus juridiques qui permettent que chaque citoyen puisse effectivement, comme ça, changer le moule des institutions. C'est tout ce que je peux dire. Revenons donc aux différentes polémiques qu'on a ces dernières semaines, notamment sur les questions des minorités. Vous le disiez tout à l'heure. Quelle est j'ai failli dire la meilleure astuce? Quelle est la meilleure formule? Le slogan, c'est le vivre ensemble. Il y a des problématiques pertinentes qui sont construites autour. Il y a des communautés qui estiment qu'elles respirent moins, je vais le dire comme ça. Il y a d'autres qui estiment qu'elles en veulent plus. Comment dans un pays comme le nôtre, plus de 250 ethnies, une diversité culturelle, traditionnelle, on n'a plus finir. Comment est-ce qu'on met tout cela dans une osmose pour en vivre ensemble dans un environnement national? Alors déjà, si je fais un peu comme ça, intuitivement, l'exégèse du mot minorité, dans minorité, il y a minus petit. D'accord. Tout à l'heure, on l'a dit. Bon, on peut avoir deux tropismes. Le tropisme de se dire que les minorités, parce qu'on a une constitution qui garantit l'égalité de toutes les composantes, c'est-à-dire qu'on doit être traité à égalité. On peut se dire que voilà, on va traiter toutes les composantes sociologiques de la communauté camerounaise de manière similaire, analogue, pareille. Ou alors, on peut se dire qu'il y a des minorités qui, de par leur nature, leur substrat historique et sociologique, doivent être avancées. Donc d'abord, sur le plan des politiques publiques, c'est un choix à faire. Maintenant, pour vivre ensemble, il faut reconnaître l'identité différenciée. Ça veut dire que
on ne peut pas vivre ensemble si moi je ne reconnais pas que vous, monsieur Dipita, vous êtes différent de moi. Il faut que je puisse reconnaître votre altérité. Vous êtes différent, vous êtes d'une autre ethnie qui s'est constituée dans l'histoire de manière différente. Vous avez des particularismes sociologiques qui ne sont pas les miens. Donc le premier, c'est déjà de ne pas mépriser ces différences, de ne pas les nier. Ce sont des différences qui existent. Le Cameroun a 250 ethnies. Maintenant, quand on a fait le parti d'identifier quelles sont ces différences, on voit qu'est-ce qui peut être le ferment. Qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, au Cameroun ou dans les familles, on ne va pas entendre parler de Bamileke, de Bamoun. Ben, le ferment, ça peut être déjà de faire ce qu'on voit dans certains pays. Peut-être qu'on doit avoir une lingua franca, c'est-à-dire une langue qui soit un véhicule, une langue nationale, comme il y a le Sango en Centrafrique, comme il y a le Lingala, comme il y a le Bambara, comme il y a le Wolof, qu'on se mette d'accord sur une langue, puisque le premier ferment d'unification, d'amour, c'est la langue. Même d'ailleurs, on vous dit toujours que, même quand vous voulez apprendre une langue étrangère, quelle est la plus belle façon? C'est de tomber amoureux de la personne qui vous enseigne cette langue. Bon, en passant. Donc, il faut trouver ce ferment unificateur, et il faut faire comme dans la Rome ancienne. Comment les Romains ont conquis le monde? Ils ont conquis le monde parce que partout où ils arrivaient, ils faisaient des conquêtes, ils épousaient des femmes de ces compagnies. Donc, en fait, le métissage sociologique doit être favorisé à tous les niveaux. Par des mariages interethniques, multiethniques, par le choix d'une langue qui soit une langue de connexion au Cameroun, comme on a le Swahili, comme on a d'autres langues. Et voilà. Et par quand même, je le dis, c'est important, la reconnaissance de la souffrance de certaines populations qui se disent minorisées, comme celle du Nord-Ouest ou du Sud-Ouest. Voilà, sans entrer dans les détails. Donc pour vous, je veux dire, pour vous, le débat tel qu'il est mené en ce moment, est instrumentalisé. Je veux dire, ceux qui essayent dans leur discours, dans leur approche analytique, de poser les tributs. Bon, écoutez, j'ai dit que je ne veux pas parler de politique, mais on est quand même dans le contexte d'une élection présidentielle. Vous savez très bien que dans un contexte comme celui-là, rien n'est anodin. Chaque débat est un débat qui sert des visées d'instrumentation politique ou politicienne, donc c'est bien dommage. Parce que la question de fond reste, qu'est-ce qui peut faire qu'aujourd'hui, malgré les difficultés, on peut se sentir tous Camerounais. On peut aimer être Camerounais, qu'on soit Bassa, Betty, Bamoun. On a cette... Et moi qui passe ma vie entre deux avions, à l'étranger quand même, quoi qu'on le dise, peut-être que ces dissensions existent sur le plan national quand on se retrouve quelque part. Je me suis retrouvée à Cuba il n'y a pas très longtemps et j'ai fait une leçon inaugurale en RDC. J'ai des Camerounais qui sont venus voir ma leçon inaugurale pour ce colloque organisé par le président de la République de RDC. Donc ça veut quand même dire qu'il y a des choses qui peuvent nous rassembler. Il faut peut-être avoir une sorte de forum pour réfléchir de manière pas trop intellectuelle, mais pragmatique, parce que moi je suis pour un pragmatisme consensuel à ces questions-là. Pour vous, doit-on légiférer sur ces questions? Le droit est la plus puissante forme d'imagination. Pour changer les sociétés, il faut passer par le moule du droit. Ça veut dire que ça peut être une excellente idée de trouver comment dans un instrument législatif qui est consensuel, on puisse amener les Camerounais à mieux vivre ensemble, comme vous-même vous l'avez dit, Monsieur Dipita. Ça devrait passer par une réforme des institutions, de l'État. Le Cameroun, depuis 1996, est un État décentralisé. Je veux dire que d'aucuns pensent que le fédéralisme serait peut-être l'une des voies pour amoindrir ce sentiment antagoniste que certains politiques veulent créer entre les communautés. Est-ce qu'il faut ce type de réforme-là pour combattre ces phénomènes? Bon, en réalité, ce dont vous êtes en train de parler, c'est parler carrément d'une réforme constitutionnelle, puisque c'est la Constitution qui est la grande norme, la norme suprême, le socle qui régit les institutions, le commerce entre toutes les différentes composantes de la nation. Ça veut dire que là, vous ne parlez pas simplement d'un petit instrument législatif ou infralégislatif, mais vous parlez de se dire que peut-être est-il venu le moment de refonder, de réfléchir.
Est-ce que le Cameroun en 2025 est le Cameroun d'il y a 30 ou 40 ans? Est-ce qu'on veut, dans une nouvelle constitution, aménager ces formes de relations sociétales? Bon, c'est un débat que les personnes, ou que le peuple, ou les personnes intéressées peuvent porter à l'attention des autorités qui sont compétentes. À l'issue du grand dialogue national, répond-elle à ces problématiques? Je vous ai dit que je ne suis pas là pour parler de politique. J'ai écrit à l'époque, quand j'étais, entre parenthèses, dispensé de certains engagements d'exclusivité, avec Alain Didier Olinga, qui a fait un livre sur la question anglophone et le droit. J'ai écrit un article sur le droit à l'autodétermination des anglophones du Cameroun. J'invite tout le monde à aller le lire, tout simplement. On va donc prendre un autre reportage, ce sera l'avant-dernier. Cette fois, on sort de politique, on parle d'économie. Il s'agit des rencontres du GECAM qui ont eu lieu à Yaoundé cette semaine, en présence du Premier ministre, chef du gouvernement. À travers cette première édition des rencontres économiques du Cameroun, l'ambition du groupement des entreprises du Cameroun est claire. Il faut aujourd'hui, à travers les rencontres économiques, renouer ce dialogue entre le secteur public et le secteur privé, être capable de faire la promotion des champions camerounais, être capable de faire la promotion de notre potentiel économique et puis également nouer les partenariats. D'ailleurs, c'est aussi ça que nous appelons de nos voeux des hommes d'affaires. Le gouvernement, par la voix du Premier ministre, se met aux côtés du secteur privé pour un partenariat qui favorise l'embellie de l'économie camerounaise. Cela se fera par exemple, selon les experts, par un allègement de l'assiette fiscale. Nous pensons que le fait qu'ils s'engagent pour la mise en œuvre des recommandations qui vont être mises en œuvre, c'est une avancée importante. Le tout n'est pas de formuler des recommandations. Il faut que ces recommandations-là soient d'ailleurs à l'image de ce que les entreprises attendent et puis surtout qu'elles soient mises en œuvre. Les travaux permettent un foisonnement d'idées sur le sujet. De l'intérieur comme de l'extérieur, l'on considère le Cameroun, de par sa position géographique, comme un poumon de l'économie africaine. Pour que le pays joue pleinement ce rôle, il faudra, selon l'invité spécial de cette édition, Tony Elumelu, instaurer la paix, la stabilité et l'état de droit. Travailler aussi à développer le tissu infrastructurel et mettre en place des politiques efficaces pour l'autonomisation des jeunes. Les travaux s'achèvent ce 27 février par l'adoption des recommandations fortes. Retour sur le plateau, encore une quinzaine de minutes avant la fin de cet échange. Parlons de cet article, hein, de nos confrères de Jeune Afrique. Le titre, Cameroun cherche diplomate VIP désespérément. Je vous lis quelques traits. Les candidats camerounais sont de moins en moins nombreux à accéder aux postes de haut niveau des institutions internationales. La faute au pouvoir de Yaoundé qui cherche à éviter l'émergence de potentiels concurrents. Y a-t-il, de votre connaissance, des Camerounais soutenus par les pouvoirs publics pour leur intégration, leur insertion, leur admission dans les organisations internationales? Bon, là, c'est une question générale. En tout cas, pour le peu de Camerounais qui occupent de très hautes fonctions, je pense que pour ceux que je connais, intuitu personae, beaucoup tiennent quand même certaines de leurs positions à leur talent naturel, à une carrière qu'ils ont commencé dans ces instances. Même s'il y a des niveaux très élevés, c'est-à-dire peut-être à partir de directeur des 1, des 2, un soutien politique peut peut-être constituer un levier. Je pense en tout cas que la plupart des Camerounais qui se sont distingués étaient portés par des volontés et des ambitions personnelles, pour le peu que je connais. Mais je suppose qu'il y a peut-être certaines personnes qui sont soutenus et qui sont dans ces institutions. Vous faites partie du peu que vous connaissez ou alors Bon, pour le moment, j'ai eu la grâce divine d'avoir pu, depuis 2012 en Somalie, contribuer à un travail au plus haut niveau, mais notamment grâce plutôt à des personnes étrangères. J'ai été en 2015 au Burundi l'assistant spécial du chef de mission, qui était un Nigérien. En matière électorale, j'ai eu la grâce d'apprendre le métier de travailler avec un Béninois.
Bon, il y a quand même eu, je salue la mémoire ici de Guy Tapoko, qui était le chef des affaires politiques de l'Union africaine. Voilà des personnes qui étaient des petites mains, peut-être pas connues au plus haut niveau, qui ont beaucoup encouragé les candidatures camerounaises. En réalité, c'est une question de solidarité. Parce que quand on le voit dans d'autres pays frères, comme chez mes frères sahéliens du Sénégal, il est je crois que je ne m'avance pas trop en disant qu'on le dit de manière peut-être comme ça, qui a l'air anodine, que quand un Sénégalais rentre dans un système, il fait rentrer 10 personnes. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi peut-être concevoir aussi, parce que dans tout système, il y a le network et il y a le réseau qui marche, c'est-à-dire je te donne accès à mon réseau. Pour moi, quand je fais des cours, j'étais à l'université de Senghor en Égypte et je permets toujours à mes étudiants au moins d'être informés. Je crois que c'est mon devoir de ne pas cacher ces informations, de leur dire, écoutez, pour entrer à l'Union africaine, voici les procédés de recrutement. Je fais toujours des séances comme ça sur toutes les organisations, Union africaine, ONU, comment on devient volontaire. Et je leur dis, il ne faut pas se restreindre, parce qu'il y a aussi quelque chose qui détermine une carrière dans les organisations. C'est la faculté à parler français ou anglais. Même si les deux langues sont des langues de travail, il est quand même conseillé de parler anglais, qui est quand même la langue de diffusion la plus réputée et qui peut déterminer une carrière. C'est pas une leçon qu'on peut faire aux Camerounais. Ça date pas d'hier, leur admission dans les institutions internationales, le bilinguisme. Je comprends. Je crois que de toute façon, si vous attirez l'attention sur ce point, et c'est votre responsabilité, bien entendu, il faut une volonté politique d'encourager les Camerounais et peut-être sortir de cette idée où on pense. Et je crois que lors de l'hommage institutionnel qui avait été rendu à mon père à l'IRIC, où j'avais fait un message sur Joseph Owona, le diplomate, j'avais fait sourire un peu le représentant, monsieur le ministre des Relations extérieures, représenté par son Excellence, monsieur Mbayou, en disant qu'il y a peut-être les diplomates de carrière, c'est-à-dire ceux que nous on a formés là à l'IRIC, mais il n'y a pas que les diplomates de carrière, il y a beaucoup de Camerounais là qui se sacrifient, qui portent l'étendard du Cameroun dans de nombreuses organisations de manière individuelle et qui certainement peuvent encore être plus portés par le système. Comme c'est une réalité que je ne connais pas, je préfère ne pas trop en parler. Et du coup, la diaspora peut se sentir un peu lésée. Je veux dire que ça remet sur la table une question, une problématique récurrente, ce sentiment que tous ces Camerounais de l'étranger expriment assez souvent, malgré les dernières initiatives gouvernementales, des conférences à Yaoundé sur comment mieux intégrer la diaspora camerounaise. Mais pour un pays qu'on a connu assez présent dans les organisations internationales, ça laisse quand même penser qu'il y a une forme de délaissement de sa diaspora. Bon, de toute façon, si on parle de la question de la diaspora, on ne peut pas minorer le débat sur la nationalité. Okay. J'avais écrit dans les années 2017 un livre sur le droit de vote des Camerounais de l'étranger. Okay. Et il m'a été donné de voir que finalement, le code de la nationalité, si je ne m'abuse, et peut-être que je peux m'abuser, date de 1968. Nous sommes en 2025. Ça veut dire que quand même, de manière claire, il est peut-être temps de revoir la question de la nationalité au Cameroun. Et on ne peut pas ignorer cette 11e province, comme cela l'est fait dans des pays comme le Burkina, le Sénégal, qui ont même un ministère dédié pour la diaspora de l'étranger, dans la mesure où la diaspora de l'étranger contribue, vous avez parlé du GECAM tout à l'heure, la diaspora contribue fortement au PIB national. Peut-être faut-il aménager des systèmes comme dans des pays comme en Éthiopie. En Éthiopie, ils ont conçu un système où on peut être éthiopien et autre chose. Mais en créant un système qui est celui d'une sorte de carte verte qui donnerait aux Éthiopiens d'origine qui ont pu être naturalisés ailleurs des droits similaires à ceux des nationaux. Pour que de toute façon, un Camerounais qui est un Camerounais d'origine, quand il rentre dans son pays, il se sente à l'aise parce qu'il contribue à l'effort de la nation. Donc le débat sur la nationalité, sur la plurinationalité, je pense avoir compris que les autorités de ce pays ne s'étaient pas montrées complètement contre. Et bon, certainement des éléments de concrétisation vont venir bientôt. D'accord. Et c'est quelque chose, à mon avis, personnellement, je pense, de très positif. Prenons le dernier reportage de ce soir pour
parler de la rentrée judiciaire au Cameroun avec cette cérémonie solennelle dont on a l'habitude chaque année, qui se passe du côté de la Cour suprême à Yaoundé. Un rappel des normes aux agents publics quand on parle de garde à vue. Elle ne peut être ordonnée un samedi, un dimanche ou un jour férié, est de 48 heures renouvelable une fois, sauf autorisation du procureur de la République, et le suspect doit être traité avec dignité. Le suspect doit être traité matériellement et moralement avec humanité, sans être soumis à quelque contrainte physique ou mentale, à la violence, à la menace ou à tout autre moyen de pression, à la tromperie, à des manœuvres insidieuses, à des suggestions fallacieuses, à des interrogatoires prolongés, à l'hypnose, à l'administration des drogues ou à tout autre procédé de nature à compromettre ou à réduire sa liberté d'action ou de décision, à altérer sa mémoire ou son discernement. En ce qui concerne la perquisition, un mandat est nécessaire avec une exception pour les cas de crime et de flagrant délit, et elle doit se faire en présence des propriétaires. Cette mesure doit être exécutée en présence du maître de lieu, du détenteur des biens ou de son représentant, en présence des deux témoins choisis dans le voisinage, étant par ailleurs entendu que l'officier de police judiciaire doit se soumettre au préalable à la vue si le maître de lieu exige avant d'entreprendre telle tâche. Des principes prévus par le législateur, souvent violés par les agents publics, entre autres les officiers de police judiciaire, les magistrats du parquet, les juges d'instruction ou encore les magistrats de siège. Une commission instituée à la Cour suprême s'occupe des indemnisations des personnes victimes de garde à vue ou de détention provisoire abusive. Des notions évoquées ce 21 février 2025 à la Cour suprême à l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2025. Alors pour définitivement sortir de l'émission, peut-être un mot sur les questions sportives. D'abord, quel est votre rôle au niveau du Comité national olympique et sportif? Alors, en fait, en tant qu'arbitre, en intitulé, on dit l'Union, c'est la Chambre nationale, qui est une chambre de règlement. En fait, nous sommes des arbitres qui réglons des contentieux sportifs de toute nature, le plus souvent sur des affaires, en tout cas, dans leur occurrence liée au foot. En fait, voilà, les années précédentes, j'ai beaucoup eu la chance d'arbitrer des affaires liées à la FECA Foot, à la Ligue. Donc, c'est un contentieux qui est particulier, mais c'est un contentieux qui est intéressant. Et je salue la mémoire du président Bipounwoum et d'ailleurs du président Kalkaba Maloum, le président Bipounwoum qui m'avait invité à l'époque à venir figurer comme jeune arbitre dans cette chambre de règlement des contentieux sportifs. Mais quand vous regardez justement le mouvement sportif camerounais, FECA Foot, FECA Volley, peut-être d'autres fédérations aussi, avez-vous le sentiment que l'éthique sportive, est-ce qu'on y met encore suffisamment d'empreintes pour garantir la sincérité du jeu, la protection des acteurs, des organisateurs, des sportifs? Bon, normalement, chacune de ces fédérations, qu'elles soient de foot, de volley, je suppose qu'elles ont des chartes d'éthique, elles ont des chartes de déontologie. Vous ne vous rassurez pas de cela au comité national? Bien entendu. De toute façon, il y a un règlement intérieur, il y a des textes, il y a tout un corpus juridique sur lequel on se base pour rendre ces décisions. Mais je dis toujours, en fait, la solution n'est pas toujours dans le droit tel qu'il existe. La réalité, souvent, c'est que le problème est dans le droit tel qu'il est appliqué. Tel qu'il est, comme certains disent souvent dans un jargon que je n'aime pas forcément, je le disais à mes étudiants, implémenté. Et il y a le droit, c'est ce que disait le doyen Carbonnier, il y a le droit, ce qui figure dans les textes, mais il y a la pratique. Donc, quelle est l'effectivité de ces textes-là? Bon, certains sports sont beaucoup plus politisés que d'autres au Cameroun, ce qui peut forcément susciter beaucoup plus de dissensions parce que ce sont des sports à visibilité beaucoup plus importante. Vous étiez à la cérémonie des awards du football camerounais. Du football camerounais hier. Il y a eu surtout cette accolade
entre le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouelé-Kombi, et le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, qui a sonné comme un signe d'apaisement, un signe de calmer de la paix. Vous avez le même sentiment, vous avez la même lecture. Vous dites que c'était circonstanciel, protocolaire, ou définitivement on aura une fédération et un ministère des Sports qui regardent. Peu importe d'ailleurs si c'est circonstanciel, protocolaire, il y a ce qu'on appelle des actes performatifs, c'est-à-dire le fait de le faire. On règle déjà un problème. Bon, c'était une cérémonie qui était très bien organisée. Nous félicitons la Fédération camerounaise de foot de l'avoir organisée et ces deux protagonistes de nous avoir montré que, quelles que soient les dissensions, ils peuvent s'asseoir autour d'une table et discuter. J'ai d'ailleurs, mais bon, je ne comptais pas le dire ici, je comptais un jour l'écrire au président de la Fédération camerounaise de foot, constater qu'il y a eu un hommage vidéo pour les présidents de fédérations décédés, qui était fort appréciable. Je me suis inclinée. J'ai d'ailleurs vu que la vidéo commençait par les coupes. Bon, il se trouve que les deux premières images, il y avait Joseph Owona. Bon, je pense que Joseph Owona était ministre des Sports dans ce pays et qu'il est l'un des seuls ministres qui a restitué de l'argent au trésor public après une Coupe du Monde. Il a été président de la normalisation, il a rédigé des textes. Quelles que soient les polémiques, vraiment, mon père est mort, on le laisse reposer en paix. Mais il a rédigé des textes qui ont été appliqués ailleurs. Donc, la Fondation va écrire à M. Samuel Eto'o fils en espérant que l'année prochaine, s'il est encore président, c'est tout le bonheur que je lui souhaite pour appliquer sa vision, que l'année prochaine, dans ces commémorations, il y ait quand même une petite ellipse au professeur Joseph Owona, qui a marqué l'histoire du football camerounais. Et je crois qu'il ne me démentira pas, mais il a beaucoup de travail. Donc, fondamentalement, peut justifier ces récurrents problèmes ce problème de compétence dans le management, surtout de l'équipe nationale de football, Fanny? Bon, je pense que ces dissensions sont légion, elles n'ont pas commencé aujourd'hui. Il y a toujours eu des frictions entre le ministre des Sports et la FECAFOOT. C'est une véritable boîte à Pandore. Donc, mon père, d'ailleurs, quand on lui avait proposé ça, je lui avais dit, n'y va pas, c'est une boîte à Pandore. Donc, ça veut dire tout simplement que maintenant, du fait de la personnalité des protagonistes qui ont peut-être une plus grande visibilité, du fait de leur qualité intrinsèque, la visibilisation de ces dissensions est peut-être plus importante, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existaient pas. Bon, il y a des institutions, ce sont les personnes qui font les institutions. Ça veut dire que ce sont des êtres de chair et d'os qui peuvent avoir des affinités ou ne pas les avoir. Mais au final, qu'est-ce qui compte? C'est le Cameroun. Ça veut dire qu'on trouve des solutions pour... comment on dit encore d'ailleurs, redonner au football sa grandeur. Voilà, Vous n'y croyez pas? Ah, bien sûr, moi j'y crois, je crois à tout ce qui est positif. Nous y sommes presque, le mandat est presque fini. Bon, moi, vous avez le sentiment que depuis 2021 à bientôt 2025, décembre, là, le football a retrouvé sa grandeur? Bon, écoutez, j'arbitre des contentieux FECAFOOT, donc là aussi, malheureusement... Il y a bien des questions sur lesquelles vous avez... Bon, malheureusement, non. Vous avez utilisé beaucoup de jokers ce soir. Donc, malheureusement, la polyvalence de mes activités n'a pas permis que je puisse globalement répondre à tout sans manquer à une certaine forme de déontologie. Mais vous savez, quelquefois, ne pas répondre, c'est déjà répondre. Si vous le dites, je vous le concède. Merci infiniment à Koura, féliciter Olan Fégué d'avoir accepté notre invitation, d'être venu dans vos multiples activités, échanger avec nos téléspectateurs. Bon retour sur Yaoundé. Merci beaucoup et on attend les veuves et puis on espère qu'on va être aidé dans ce projet. Vous avez dit que c'est vendredi. Hein. Vendredi, le 7 mars, nous allons inviter des intervenantes, femmes, avocats, une très jeune directrice de la maladie, Madame Dr Linda Esso, qui va venir nous parler, des avocates, Madame Françoise Pouenet de l'Hôtel Franco sur la carrière politique, des femmes politiques, conseillère régionale du Sud, Madame Denise Semengue, qui vont venir d'une certaine manière nous montrer comment on peut, chacune selon l'étoffe qu'elle porte, améliorer la condition juridique, personnelle, émotionnelle de nos mamans veuves. Vous le dites avec beaucoup d'enclin. C'est ça. Merci, bon retour. Merci beaucoup.
Merci à vous à la maison d'avoir regardé cette autre édition de Face à l'actu ce soir. Demain, c'est lundi. D'avant, je vous souhaite un excellent début de semaine. Bonsoir.